Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous rappelle qu'il y a une semaine exactement, la République du Congo célébrait son 64e anniversaire de l'indépendance. Ce soir, donc, Poker reçoit Monsieur Dean Elvis Tsalisa Okombi. Il est le coordonnateur général de Ponaeko Le Samnabwala, président du parti l'Union pour un mouvement populaire. Président, bonsoir. Bonsoir, M. Arsène Séverin. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. C'est toujours un honneur d'être reçu par Arsène Séverin. D'accord. Alors, il y a exactement une semaine, le président Denis Sassou Nguesso, dans son adresse à la nation, s'intéressait vraiment à la jeunesse. Il appelait à la responsabilité, il est également appelé à plus d'engagement pour la jeunesse. Est-ce qu'un tel discours vous surprend? Surprenant, mais oui aussi. Voilà. Non, parce que je crois que ça fait un moment que le président parle de la jeunesse. Oui, parce que au-delà des paroles, il faut qu'il y ait des actes. Voilà. Peut-être que dans l'appel à la responsabilité, le président de la République également essaye de motiver les jeunes, de laisser les jeunes se prendre en charge eux-mêmes, prendre leurs propres responsabilités, en disant par exemple qu'il a construit les infrastructures pour préparer le pays au développement. Peut-être qu'il est en train de passer la main, vous n'avez pas eu l'impression? Mais si vous ne les accompagnez pas, comment pouvez-vous savoir qu'ils sont capables de faire au pas? Il faut déjà qu'il y ait une volonté politique affirmée et affichée d'accompagner les jeunes. Jusqu'alors, vous n'avez pas l'impression? Non, je ne pense pas. La preuve, je crois qu'en 2016, le président a fait une ouverture pour nommer 2, 3, 4 jeunes au gouvernement. Et vous-même d'ailleurs, vous avez été ministre dans le gouvernement. Voilà, très jeune. Mais une parenthèse qui a été vite fermée. Rapidement, oui. Voilà, est-ce parce que les jeunes ont été compétents? Je doute fort. Par exemple, pour un témoignage, je crois que parmi les meilleurs ministres de la culture qu'on a eu dans ce pays, il y a le jeune Motom. On l'a vu dans l'œuvre. Et pour quelle raison il est sorti du gouvernement? C'est pas parce qu'il est incompétent. Bon, je crois qu'il faut qu'au-delà des paroles, il faut que les actes accompagnent. Deuxièmement, dans tous les organes constitutionnels aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui a moins de 45 ans. Voilà. Sans oublier que tous ces organes sont hors mandat. Exactement. Voilà. Il faut alors, renouveler. Près de 90% des personnels qui se trouvent dans le cabinet du président. En dehors du conseil consultatif de la jeunesse, tout le reste, c'est vraiment... Voilà, mais ça, c'est un organe dédié. Oui. Parce qu'il y a le mot jeunesse, oui. Sûrement qu'on a laissé un jeune. S'il n'y avait pas le mot jeunesse, c'est sûr qu'on n'aurait même pas mis un jeune. Alors, au cabinet du président de la République, je crois que depuis les années 97 jusqu'à aujourd'hui, près de 90% de ceux qui y sont les mêmes. Est-ce que ces jeunes qui sont sortis des grandes écoles, qui ont des idées, qui ont des valeurs, est-ce qu'on a voulu les associer dans la gestion de quelque chose et qui n'ont pas pu? Mais pas du tout. Mais par contre, vous voyez ces jeunes essayer de briller dans l'informel, de briller dans l'entrepreneuriat, de proposer des choses. Nous avons vu qu'il y a un jeune Congolais aujourd'hui qui a pu lever à l'international près de 2 milliards. Non, 2 millions de dollars. Voilà. À travers son start-up Noki Noki qui fait de la livraison au Congo. Des jeunes qui ont des idées, des jeunes qui font des choses, il y en a. Voilà. Mais seulement, je pense qu'au-delà des discours, il faut que nous accompagnions. C'est peut-être ce qui explique votre combat depuis un moment. Vous parlez du dialogue intergénérationnel. Est-ce qu'il y a un problème entre générations aujourd'hui au Congo? Politiquement parlant, même au niveau de la société. Est-ce qu'il y a un problème? Non, ça tombe bien que le président ait parlé du partage d'expérience. Mais parce qu'aujourd'hui, vous savez, M. Arsène Séverin, depuis pratiquement 20 ans, voilà, nous avons les mêmes personnes. Nous avons l'ascenseur social qui est en panne. Voilà, on a même enlevé les pièces, voilà, qui ne fonctionnent plus. Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair? L'ascenseur social, c'est ce qui permet que ceux qui sont en bas aujourd'hui soient en haut demain, et que ceux qui sont en haut reviennent en bas. Et c'est comme ça que les sociétés modernes... C'est bloqué depuis 20 ans. Voilà, c'est bloqué depuis plus de 20 ans. Vous avez les mêmes cadres, vous avez les mêmes dirigeants. Voilà. Il y a maintenant ce qu'on appelle la gouvernance par habitude, comme j'aime à le dire. Voilà. Ah ben tiens, en 97, nous avons eu tel point, on l'a réglé comme ça. Voilà. Le contexte a beaucoup changé. Les acteurs ne sont plus les mêmes.
Voilà, le Congolais moyen, les chiffres du recensement montraient que c'est 76% des jeunes. Voilà, ces jeunes aujourd'hui qui sont des bébés noirs. Voilà, vous prenez des acteurs qui n'ont pas de référence, qui ne peuvent même pas dialoguer avec ces jeunes-là, vous les mettez en avant pour aller discuter avec des gens avec qui ils ne peuvent pas s'entendre, et vous êtes surpris que que vous n'avez pas de solution. Voilà, donc le problème chez nous aujourd'hui, il faut que nous puissions réparer l'ascenseur social. Mais tant que l'ascenseur social... Dans le contexte actuel, c'est pas... Non, je disais que l'ascenseur social est bloqué. Même pas bloqué, en panne. Et les pièces, on a même enlevé les pièces, on a jeté très loin. Donc les Congolais ne rêvent plus, c'est fini. Comment faire pour débloquer tout ça? C'est déjà d'avoir une ouverture d'esprit. Et le président de la République, ça tombe bien, de son discours, il a parlé de cet échange qui doit exister entre les anciens et les plus jeunes. Voilà. Mais nous l'avions dit déjà avec le directeur générationnel, il est important que à tous les niveaux, voilà, qu'il y ait des acteurs plus jeunes et d'autres plus expérimentés qui puissent y avoir des échanges. Mais ce n'est que comme ça que les autres sociétés se sont développées. Plusieurs fois, vous avez essayé, vous avez pris les initiatives, ou bien peut-être vous avez le retour des autres jeunes qui sont peut-être venus vous voir pour dire ils avancent pas, ils peuvent pas accéder à un ministre, à un parlementaire et au président de la République lui-même. C'est difficile. Mais il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de barrières. Mais là encore, ce n'est même pas l'ambition. Vous savez, lorsque vous partez dans les autres pays, les jeunes qui créent des startups ne rencontrent pas des ministres, le président de la République, ils n'ont pas besoin. Ils ont juste besoin qu'il y ait un écosystème, qu'il y ait un cadre légal qui soit créé pour permettre aux gens d'évoluer. Voilà. Lorsqu'un jeune est recruté avec un baccalauréat et que 3 ans après, il peut avoir une licence, voilà, il faut déjà qu'il soit au niveau administratif, être réaffecté à une fonction qui puisse le faire maintenant d'apprendre. Voilà. Ce jeune-là, dans 5 ans, voilà, il peut encore évoluer. Mais si ce jeune qui est rentré avec un baccalauréat et que 20 ans après, il est resté, il n'est même pas chef de service, il est COSEM collaborateur, alors que ceux qui ont été recrutés avec les BPC sont des directeurs centraux, sont des directeurs, des DG, vous comprenez que ça n'avance pas. Toujours dans votre plaidoyer, vous avez organisé à Brazzaville, récemment, vous avez organisé le dialogue, voilà, de façon décentralisée. Ça aboutit à quoi ça? Cette foire de la jeunesse, c'était quoi? C'était juste pour... Alors, l'idée centrale, c'était de lancer un appel à projet, déjà. D'abord, il s'agissait déjà d'expliquer aux jeunes quel écosystème nous avons dans notre pays pour permettre d'accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat. Bon, ça c'est mission accomplie. Deuxièmement, pas un peu de la distraction, hein. Les jeunes viennent avec leur projet, ils vous présentent et puis après on n'en parle plus. Mais hein. pas du tout. Mais parce que je crois à l'entrepreneuriat. Voilà, je crois que aujourd'hui la Côte d'Ivoire, pour prendre la Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour prendre le Rwanda, voilà, quand vous voyez des chiffres qui sont donnés là-bas en matière de création de richesses, en matière de création d'emplois, ce sont des jeunes. Il y a la disponibilité des financements. Voilà. Ici, vous n'avez pas les financements pour les jeunes. Je disais qu'il Est-ce qu'il y avait une stratégie dans ce sens-là Alors, nous avons un problème, c'est que nous pensons que pour financer des projets de jeunes, il nous faut des milliards. Mais pas du tout, justement. Voilà, nous trompons totalement. Il faut commencer petit. Ouais, il faut commencer petit. Voilà, il y a des jeunes aujourd'hui qui ont des projets de 100 000, de 200 000 qu'on peut financer. Et 100 000, 200 000, c'est l'argent que certains dépensent par jour pour acheter du carburant. Sur Brazzaville, nous sommes à 400 projets qui ont été déposés. Voilà, donc je crois que la semaine prochaine, nous allons voir avec le partenaire comment mettre ces jeunes en incubation. Voilà, de façon qu'ils soient formés. Parce que là encore, on a tort de donner l'impression aux jeunes que tout le monde peut être entrepreneur. Non, c'est faux. Voilà, c'est toute une culture qu'il faut. Il faut apprendre. Voilà, il faut apprendre. Il faut leur changer un logiciel mental pour leur dire que l'entrepreneuriat c'est toute une culture. Voilà, donc c'est la mise en incubation qui va commencer et ensuite nous aurons le financement des projets pour permettre justement à ces jeunes de s'investir dans l'entrepreneuriat. Justement, parlons du financement de projets. Est-ce que vous créez un fonds ou bien vous allez lever des fonds, vous allez solliciter de l'argent à gauche et à droite auprès des politiciens? Surtout, ça marche bien au Congo. Mais allez chercher l'argent auprès des politiciens. Mais il faut lever les fonds. Il faut lever les fonds. Déjà, nous avons des structures qui existent. Voilà. Nous avons le FIGA, nous avons la DPME, nous avons d'autres structures qui existent. Ils vont déjà commencer par nous dire... On a bien vu que le FIGA, c'était une catastrophe. Ils vont d'abord commencer à nous dire qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Mais ensuite, nous avons des partenaires privés. C'est pour cela que nous avons appelé à la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui font du bénéfice chez nous. Voilà. Il est possible qu'ils puissent se consacrer un peu d'argent pour financer quand même le projet de jeunes. Mais au-delà de ça,
Voilà, il y a aussi la possibilité que nous avons aujourd'hui de la classe politique, c'est les politiques au Congo qui gagnent beaucoup d'argent. Voilà, nous avons proposé au Premier ministre d'organiser une forme de cagnotte qui permettra que ceux qui gagnent plus puissent mettre un peu d'argent pour financer des projets Et de quelle a jeunes. été la réponse, le retour que vous avez eu? Jusque-là, je pense que ils se contentent d'abord d'utiliser leur propre argent. C'est pas encore fait pour aider les jeunes. D'accord. Alors là, c'est vraiment un peu le côté, on va dire, un peu socio-économique, un peu le côté concret qui pourra aider les jeunes justement à se prendre en charge. Mais le dialogue intergénérationnel, c'était peut-être aussi le côté politique. C'est souvent, ça a été souvent votre levier, hein, tout le temps lorsque vous réunissez les jeunes, c'est pour leur parler un peu de la politique. Est-ce que ça a été le cas cette fois-ci? Non, je crois qu'il faut qu'on arrête avec de parler politique à cette jeunesse-là. Voilà, nous sommes un pays qu'on a trop politisé. Voilà. Je crois que heureusement que les statistiques n'existent pas, mais si on essaie de faire des sondages, je pense que le Congo fait partie des pays les plus politisés du monde. Et je crois que jusqu'aujourd'hui, ça ne leur apporte absolument rien. Mais vous-même, d'ailleurs, on vous a vu, hein, un acteur quand même dans les affaires. Vous avez démarré dans l'informel. On vous a vu dans les rues de Talangay et autres, à Mikalou. Mais après, vous êtes vraiment rentré dans les grandes affaires. Aujourd'hui, patron d'un grand groupe de médias. Mais très souvent, vous êtes revenu, vous, lever ces jeunes un peu comme du bétail électoral. Pas vrai? Mais pas du tout. J'associe toujours deux choses aux jeunes qui me suivent. Je leur dis que pour bien faire la politique, il faut avoir de quoi manger. Et pour avoir de quoi manger, il faut avoir une formation, il faut avoir une profession. Parce que demain, vous êtes appelé à être chef de famille. Vous ne pourrez pas continuer à l'être si vous n'êtes pas capable de vous auto-prendre en charge. Voilà. C'est le discours que je tiens aux jeunes et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais à côté de ça, voilà, l'engagement politique fait partie d'une culture générale. Comme on dit toujours, c'est pas le médecin qui détermine la politique sanitaire du pays, c'est l'homme politique. Donc il faut associer les deux. Voilà. Ce travail d'éducation politique, mais aussi ce travail de vérité vis-à-vis des jeunes pour leur dire que attention, voilà, au-delà de l'engagement militant, il vous faut avoir un travail, il vous faut avoir une formation, il faut, voilà. Parce qu'à un moment donné, vous êtes appelé à avoir une femme, avoir des enfants. Ça ne mange pas les slogans, les femmes. Voilà, ça mange de la nourriture, les enfants pour payer l'école, il faut pas les 2000 francs ou les t-shirts. Non, pas du tout. Au-delà de ça, il faut. Que vous avez l'habitude de distribuer pendant les campagnes politiques et tout ça. Mais au-delà de ça, ouais. Nous apprenons. Il y a une vraie vie. Il y a une vraie vie. Et cette vie-là, on ne triche pas avec. D'après les informations que nous avons eues, mais vous êtes la bonne source, donc vous pouvez nous démentir que vous étiez bien sur une bonne lancée à organiser le dialogue intergénérationnel que vous avez voulu décentraliser. Après, vous allez avoir certainement au niveau national, mais que vous avez été arrêté en si bon chemin. L'initiative a été abandonnée parce qu'on n'en veut pas. Est-ce que c'est vrai? Non, pas du tout. Je crois que... Alors, nous sommes partis sur un principe, mais c'est le principe organisationnel au Congo. Voilà. Si vous voulez faire des choses au Congo, ne comptez jamais sur l'aide extérieure. Voilà. Il faut avoir la capacité de pouvoir vous engager au moins déjà à 70% de votre projet. Voilà. Si vous ne le faites, si vous n'avez pas cette capacité, vous ne ferez rien dans ce pays. Voilà. Nous avons fini à Brazzaville. La prochaine étape pour nous, c'est d'aller dans le département d'Alekoumou. Nous étions sur place, nous avons discuté avec les autorités au plan local, mais cependant, on a eu des vacances et puis Brazzaville a piétiné un peu avec le niveau des projets dans les arrondissements. Voilà, c'est ça qui nous a fait perdre du temps. Mais je pense que d'ici le mois prochain, nous allons. Donc c'est un faux bruit, c'est pas un acteur politique qui vous a empêché de, non, pas du continuer. Tout. Il y a aucun acteur politique qui peut nous empêcher de faire ce que nous voulons faire, sauf justement si nous sommes hors la loi. Mais si ce n'est que le problème d'engagement de faire, nous ne pouvons que le faire. Et pourtant, votre mentor peut toujours vous soutenir. Il n'est pas à se cacher, mais le ministre Hugues Golondele, souvent, vous accompagne dans ce que vous faites. C'est le président d'honneur, c'est ça? Non, il est le président de Ponekolo. Il n'est pas président d'honneur. Donc, lorsque nous organisons, il fait partie de l'organisation. Cette fois-ci, vous n'avez pas voulu aller le voir? Si, bien sûr, pourquoi pas. Il vous accompagne toujours, il est disponible. Toujours. Okay. Dites-moi un peu, on vous a vu 2016, un jeune militant très actif, incisif même, on vous a vu tenir des propos assez durs quand même envers le ministre
Claudine Munari, Guy Parfait Kolela, parce qu'ils étaient dans le gouvernement et ils s'opposaient au changement de la Constitution. On a vu votre courage. Peut-être ça vous a amené dans le gouvernement Mwamba 1. Et puis, vous avez été élu député l'année qui a suivi certainement. Et depuis là, on vous voit plus. Est-ce que vous avez été pressé comme du citron, c'est fini ou... Non, mais je pense pas. Mais je crois que 2016, c'était un contexte. Nous sommes en 2024, je crois que c'est aussi un contexte. Nous continuons à travailler. Voilà, parce que comme nous disons que les vrais défis sont devant. Voilà, nous continuons à travailler. Oui, nous sommes sortis du gouvernement pour des raisons que seul le président le sait. Voilà, alors qu'on a fait un grand travail. Tout ce qui existe comme texte réglementaire en matière de relations avec le Parlement, c'est nous qui les avons fait. Voilà, aucun d'autre. Avant nous, il n'y a pas eu de texte. Après nous, il n'y a pas eu de texte. Voilà. Voilà, c'est le coach qui connaît les raisons. Après, on ne trouve pas autre chose, hein, malgré du fait que vous êtes député. En 2021, il y a les élections présidentielles, l'équipe de campagne est mise en place. Au premier banc, vous n'êtes pas là. On vous rattrape peut-être un peu plus tard lorsque le président se rend dans les plateaux. Alors, est-ce que vous avez été frustré en voyant cela? Non, pas du tout. Mais parce que dès le départ, je crois que lorsque nous sommes engagés en politique, nous nous sommes dit deux choses. Voilà, le fait que nous ne soyons pas du parti majoritaire, donc du PCT, nous ne pouvons pas nous attendre de grandes choses. Voilà. Sinon, on a le choix. Hein. Voilà, tu dissous le parti rapidement, tu intègres le PCT, en ce moment, tu veux réclamer des choses. Voilà. Deuxièmement, le fait que nous ne soyons pas de la majorité présidentielle, là encore, ça vous donne dans une posture de ne pas réclamer des choses. Voilà. Donc, mais nous sommes dans un pays où c'est pas toujours la compétence qui prévaut. C'est pas toujours des qualités intrinsèques qui prévaut dans le cadre ni des nominations, ni encore dans l'utilisation des cadres. Je vous prends un cas de figure. Alors, en 2017, lorsqu'on sort des législatives, de tous les ministres membres du gouvernement, je suis parmi les ministres qui ont le plus d'élus. Alors, politiquement, je pouvais espérer être nommé ministre d'État. Voilà. Sauf que vous prenez des ministres qui ont moins d'élus, qui au plan politique n'apportent absolument rien, qui sont élevés ministres d'État et tout ce qu'on sait, et nous qui avons apporté, non seulement avec Pona Ekolo, et encore avec l'UMP et tous les élus que nous avons, on nous dit, monsieur, vous avez la porte. Voilà, personne ne sait sur quels critères on peut... Est-ce que par la suite, après, le parti n'a pas été dépouillé? Vous avez eu quand même beaucoup d'élus, beaucoup de conseillers aussi, peut-être qui ont fini par rentrer en conflit avec vous, et puis après, chacun a pris sa direction. Vous êtes peut-être resté seul? Non, mais pas du tout. Et vous avez perdu votre siège à l'Assemblée nationale. Monsieur Saint-Séverin, l'UMP, c'est la plus grande expérience politique des jeunes qui existent dans ce pays. Nous sommes l'unique parti des jeunes créés de ce pays qui a pu avoir des élus au niveau national, au niveau local et tout ça. Et qui ne vaut plus rien aujourd'hui. Non, nous avons des élus locaux. Voilà. Donc, nous avons perdu, justement, les députés au niveau national, mais dans les conditions que tout le monde connaît. Voilà. Pas parce que nous avons démérité, non, mais parce que, justement, dans le cas de Ngo, voilà, vous avez vu comment le président de la commission locale a fui avec les résultats dans un pays de 6 millions d'habitants, 342 000 km², avec un gouvernement, une justice et les services. Voilà. Et personne n'a branché mot dans ce pays. En ce moment-là, vous avez deux options. Voilà. Soit vous vous radicalisez. Mais c'est très bien. Si les gens ont posé cet acte-là, c'est pour que vous puissiez vous radicaliser. Donc, eux, ils savent pourquoi ils veulent que vous vous radicalisez. Soit vous prenez ça comme un bon sportif. Et c'est ce que vous avez fait. Oui, je suis un très bon sportif. Mais vous préparez pour 2027. Pourquoi pas? Mais je crois que le peuple de Ngo aujourd'hui, qui avait élu un député, qu'on a venu imposer encore un député, voilà. Aujourd'hui, même ceux qui avaient fait ce forfait à Ngo, savent que ça a été une erreur. C'est étonnant que ça sorte quand même de vous, parce qu'on sait que vous occupiez, ou alors vous avez même remplacé, vous occupiez une place de choix dans la commission électorale indépendante. Vous voyez tout ça là, et puis vous voyez comment l'opposition aussi se plaint de ces manœuvres. Mais je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai vu ce que les gens disaient, quand même, hein. ce que les gens disaient que je ne croyais pas. Ok.
Voilà. Vous étiez dans la commission, vous avez vu quand même ce qui s'est passé à Evo aussi quand même. Non, pas à Evo quand même aussi, on a volé les urnes. On non, est parti pas pendant que j'étais à la CNI. Voilà, je suis un homme droit qui sait dire la vérité. Voilà, pendant que j'étais à la CNI, je crois que je connais beaucoup de compatriotes ici qui ont eu des faits comme ça, qui sont venus à la CNI. Nous avons défendu leur cas et cela s'est réglé. Voilà, je peux vous citer 2 ou 3 comme ça, Maître Marin Kama Wenze, je peux citer le pédiatre qui était Amphilou, qui a connu des situations comme ça, qui est arrivé, et nous avons pris le dossier pour dire ce n'est pas normal, ça ne peut pas se faire. Mais c'est ça, être un homme logique. Le président a dit, il faut aimer la justice. Voilà, parce qu'un État, c'est ça. Et dans votre cas, vous vous êtes senti un peu abandonné, non? Pas abandonné, on a été surpris de constater que les gens étaient très malhonnêtes. Voilà, mais parce que, M. Hassan Séverin, si j'avais dit que les résultats là ne quittaient pas Ngo, il n'y avait que 2 options. Soit vous marchez sur les corps à Ngo, soit vous comptez les voix à Ngo. Et depuis là, la vie continue. Alors vous, on vous voit de moins en moins, puisque finalement vous avez perdu un peu la tribune politique. Les congrès, les meetings et tout ça, c'est de moins en moins. C'est peut-être la logique dans notre pays aujourd'hui. On vous voit plus soulever les foules. Vous encore, de temps en temps, vous avez les autorisations de manifester, n'est-ce pas? Non, j'ai pas besoin, mais parce que, comme je disais tout à l'heure, mais en dehors de la vie politique, il y a une autre vie. Vous vous êtes toujours réclamé parti politique du centre. Après, on vous le conteste toujours parce qu'après on sait c'est quel genre du centre, parce qu'on voit très proche de la mouvance présidentielle, de la majorité présidentielle. Vous êtes ensemble. Tout à l'heure, on en parlait. À côté, il y a quand même des jeunes opposants aujourd'hui qui montent, que vous connaissez très bien. Peut-être que je citerai pas le nom, Dave Mafoula, Desté Gavé, Vivien Manangou. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'échanger un peu sur la vie du pays? Je connais personnellement les 3. Gavé, j'ai pratiquement des relations de famille avec Gavé, parce que son frère, juste Bernadette, c'est mon frère. Donc, au-delà de la politique, c'est un jeune homme que je fréquente régulièrement. Dave Mafoula, c'est un jeune que j'ai connu, mais qui a travaillé dans mon cabinet comme conseiller politique, donc que je garde de relations. Et Vivien, c'est un ami. Ça veut dire que au-delà de ce que chacun d'eux peut dire, que je peux contester parfois, mais comme disait la rumeur, dans 1 kilo de mensonge, il y a toujours quelques grammes de vérité. Je crois que dans ce qu'ils reprochent, dans notre gouvernance, à nous tous, il y a des vérités, voilà. Mais le rôle du dirigeant aussi, c'est de faire d'écouter, voilà. Aujourd'hui, Monsieur Manangou est en train de développer une thèse que je partage avec lui, qu'au Congo, il n'y a pas d'opposants, voilà. Il y a que des mécontents. Il y a que des mécontents, voilà. Face au manque d'électricité, on n'est pas obligé d'être opposant pour dire qu'on n'est pas d'accord. On devait tous s'élever pour dire il faut que ça change. Voilà. Donc, au Congo, il n'y a pas d'opposants, il n'y a que des mécontents. Voilà. Donc, les mécontents parce que on aime le pays et qu'aujourd'hui, on pense que on aurait pu faire autrement. Monsieur Di Davis, on va aller vers la fin de l'émission, mais il y a 2 thématiques que nous allons rapidement aborder. Vous servant de l'expérience de Ngo, parce que je rappelle le projet Bakassi chez vous à Ngo, où également beaucoup de familles ont été expulsées des terres de culture. Vous servant de cette expérience, quelle a été votre lecture de cette affaire de terre vendu, alors déjà c'est une polémique que je comprends pas. Oui. Voilà, pour la simple raison, c'est que le Congo a le droit de multiplier des partenaires. Voilà, qu'ils soient français, rwandais, chinois, voilà. Donc du moment où vous avez des gens qui ont des investissements, voilà, qui pensent qu'ils peuvent venir investir au Congo, on devrait pouvoir être ouvert pour recevoir ces investissements au profit des Congolais. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, de ce que l'on sait, voilà, vous avez des sociétés rwandaises qui ont voulu investir de l'argent dans notre pays. Où est le mal? Voilà. Alors, si derrière ça, il y a encore un contrat avec Eni pour la production de l'huile de ricin, qui va permettre justement à des coopératives agricoles dans ces départements-là de pouvoir avoir des contrats les contrats avec la société rwandaise pour produire de l'huile de ricin qui sera rachetée par l'ENI, où est le problème? Au contraire, moi, ce que je reproche
à la société rwandaise, à Eni, pourquoi ils sont pas venus dans des plateaux. Okay. Voilà, pourquoi ils sont pas venus dans la cuvette. Moi, vous avez déjà Total avec Bakassi là-bas. Mais nous, on a des terres encore. Nous, on a des terres vos propres parents ont pleuré parce qu'ils ont été expulsés des terres agricoles. Alors, j'étais parmi les personnes qui ont géré ce dossier. Voilà. À la différence de ce qui se passe dans le département de la Bouinza et dans de Niari et du Poul, voilà. Le projet Bakassi a été une escroquerie de la part du gouvernement. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas prendre autant d'hectares pour 50 millions que vous donnez aux populations. Voilà. Ça a été une escroquerie. On a eu le temps de le dire. Et c'est pour 66 ans quand même. Hein, voilà. On a eu le temps de le dire. Dommage que la gouvernance par le mépris, voilà, a fait que nous ne soyons pas écoutés. Voilà. Mais la différence en ce moment-là, aujourd'hui avec le projet de l'huile de ricin, ce sont des populations qui ont leurs terres, qui vont signer des contrats d'exclusivité avec la société rwandaise ou avec Eni, qui va leur donner des semences, qu'ils vont cultiver, et ensuite Eni va venir tout racheter. Voilà. Ça, c'est un contrat gagnant-gagnant. Voilà. À la différence de Bakassi, qui va faire des hectares de plantations où les populations ne gagnent pratiquement rien pendant 66 ans. Voilà. Donc, du coup, c'est deux contrats différents. Voilà. Vous regrettez, hein. Vous regrettez énormément. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et vous souhaitez que les Rwandais viennent dans vos circonscriptions aujourd'hui? Ah oui, mais nous pensons... Pendant que tout le Congo pense que c'est une mauvaise expérience. Mais c'est une polémique inutile. En dehors de Rwandais, nous avons Bakassi, c'est 100 000 hectares pratiquement là-bas que Total a pris. À côté, la SNPC a pris, je crois, plus de 80 000 hectares à Ngo. À côté de ça, vous avez d'autres sociétés qui sont en train de prendre. Il y a des Brésiliens au Congo, il y a des Sud-Africains au Congo. Voilà. Il faut pas que, vous savez, les relations internationales sont basées sur des relations gagnant-gagnant. Et vous comprenez pourquoi il y a eu cette polémique quand même, en tant qu'acteur politique, observateur de la vie nationale? Je crois qu'il y a un problème de communication. Et puis chez nous, comme je disais tout à l'heure, nous avons tendance à tout politiser. Voilà. Lorsqu'il faut voir les intérêts des populations, nous sommes absents. Mais en dehors de ça, on vous a vu aussi sur votre page Facebook, souvent, vous vous adressez directement au Premier ministre pour l'encourager, pour lui dire de continuer sur d'autres projets de la vie nationale. Vous pensez qu'il est courageux, il faut qu'il avance avec les réformes et tout. Est-ce que vous le sentez seul, le Premier ministre? Mais on l'a dit. Vous savez, à la nomination du Premier ministre Alain Conde Makosso, c'est rare chez nous. Même l'opposition avait salué sa nomination. Au vu de son bilan en tant que ministre de l'Enseignement et en tant qu'ancien ministre de la Jeunesse, ce monsieur qui n'a de problème avec personne, voilà, on avait pensé qu'il allait incarner un vent de changement et de renouvellement et des réformes. Voilà. Mais sauf que pour renouveler, réformer, il faut être accompagné par toute une machine réglementaire, une administration publique, un parlement qui te soutient, qui t'appuie. Voilà. Aujourd'hui, lorsque vous voyez ce qui se passe, par exemple, le débat sur l'affaire du Rwanda, vous constatez que... Le Premier ministre a été seul. Il est seul jusqu'aujourd'hui. Voilà. Et vous constatez que même son ministre en charge des relations avec le Parlement ne fait pas le job. Voilà. Je me rappelle encore que dans les circonstances autres, avec Clément Mwamba, qui n'était pas membre du PCT, nouvelle formule, puisqu'il était ancien membre, je crois, je pense que le Parlement, avec le secrétaire général du PCT de l'époque, était plus soudé derrière l'action du Premier ministre pour le soutenir. Mais dans le cas d'espèce, je crois que ce travail-là n'est pas fait. Voilà, il est important que son ministre en charge des relations avec le Parlement puisse... vous savez, monsieur Saint-Séverin, on peut avoir des ambitions. Voilà, chacun peut aujourd'hui rêver d'être Premier ministre demain, président de la République. Voilà. Aujourd'hui, si Collinet faillit à sa mission, c'est toute cette génération qui aurait failli. Et le président a bien su le dire. Voilà. Et ne pas le dire, c'est malhonnête. Et on peut aujourd'hui leur dire que vous ne faites pas le job. Voilà. Parce que vous mettez vos ambitions devant et vous ne faites pas le job pour aider le Premier ministre Collinet Makosso. On va terminer par l'année de la jeunesse. Vous êtes leader de l'opinion juvénile. Dès que le président a annoncé l'année de la jeunesse, le gouvernement a pensé qu'on pouvait créer jusqu'à 100 000 emplois. Est-ce que quand il y a eu cette annonce de 100 000 emplois, vous, en tant que leader d'opinion juvénile, est-ce que vous avez cru? Oui, bien sûr. Et le gouvernement pense que maintenant, en une année, est-ce que vous avez cru qu'en 2024 seulement, on créait 100 000 emplois?
on pouvait dépasser la moitié. Vous pouvez dépasser la moitié. Mais ce serait déjà un grand pas. Oui, bien sûr. Alors, il y a une formule. On dit on peut faire jusqu'à 6700 emplois ou 6700 ou peut-être on va arriver à 10 000. Est-ce que vous y croyez toujours? C'est manquer d'ambition. Ok. Le gouvernement manque d'ambition. C'est manquer d'ambition. La formation plus le financement égale emploi. La formation plus le financement égale emploi. Là, c'est dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. Mais on peut pas créer de la fonction publique. Voilà. Donc, si le gouvernement avait pris le temps de mieux conceptualiser le concept, je pense qu'on aurait pu avancer. Mais sauf que, là encore, je pense que ils n'ont jamais mis le sujet sur la table pour débattre réellement de la question. Voilà. Pour voir quels étaient les secteurs porteurs, comment on pouvait faire pour créer des emplois. Rien que de l'agriculture. Ils ont pris 6 mois pour mettre le projet dans le PND. Alors, rien que... Il faut qu'on arrête avec ce PND. Voilà. Non, il faut dire ceci. Rien que dans le domaine agricole, il est possible que nous puissions créer 50 000 entrepreneurs agricoles dans ce pays par la formation plus le financement de leur projet. 50 000 entrepreneurs agricoles. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Le dialogue intergénérationnel permet justement à des plus jeunes comme nous qui avons des idées, voilà, de mettre à la disposition. Mais vous, au moins, vous trouvez pas les portes closes auprès du Premier ministre. Vous pouvez rentrer avec une fiche et lui proposer. Mais la question, marche pas comme ça. Ça ne s'arrête pas au niveau du Premier ministre, ni encore au niveau du ministre de la Jeunesse et tout ça. C'est que c'est tout un environnement qu'il faut créer. Dommage. Voilà, une fois de plus, une promesse du chef d'État, on en a fait un slogan. Après l'année de la jeunesse, après le passeport, la gratuité de passeport, de la césarienne et tout ce qu'on a pu dire. Espérons que dans la restructuration donc de ce mot d'ordre, le gouvernement va donc prendre en compte toutes ces propositions et satisfaire donc la jeunesse qui est en attente de l'emploi. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Poker. Je vous rappelle que nous recevons monsieur Dean Elvis Tsalisa Okombi. Il est le coordonnateur général de Ponaeko Le Samnabouala, président du parti l'Union pour un mouvement populaire. Avec lui donc, nous avons abordé plusieurs questions, essentiellement celles qui concernent la jeunesse congolaise. Merci et à une prochaine occasion.